Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous parlons de compte commun, une idée qui peut sembler étrange et pourtant qui est bien pratique dans de différentes situations de vie, comme va nous l'expliquer aujourd'hui Sébastien Barberis, qui est responsable d'agence pour la BCV. Bonjour Sébastien. Bonjour Mélanie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, on va préciser qu'est-ce qu'on entend exactement par compte en commun. Le compte en commun, c'est en fait une solution qui permet de gérer de manière conjointe ou collective finalement des avoirs qui sont déposés dans une banque avec une ou plusieurs personnes. Bien évidemment que d'avoir une prestation commune ne vous empêche pas d'avoir aussi des prestations individuelles en parallèle. Et puis, bien évidemment que ces prestations sont un peu différentes en fonction des dispositions dans les établissements bancaires. Les prestations, en fait, accordent finalement des droits et des obligations qui sont les mêmes pour les cotitulaires, mais en fait, l'étendue de ces droits et obligations peuvent différer en fonction des prestations qui sont choisies. Donc c'est super important, effectivement, de bien se renseigner sur les caractéristiques de ces comptes en commun. Est-ce que pour avoir un compte en commun, il faut être marié ? C'est une excellente question. Il n'est pas nécessaire d'être marié, pacsé ou avoir des liens de famille. Vous pouvez ouvrir un compte en commun avec, bien évidemment, un ou des amis, un membre de la famille, un frère, une sœur, ou bien évidemment avec votre conjoint ou votre conjointe. Les comptes en commun, en fait, sont souvent utilisés dans le cadre de la gestion d'un patrimoine, une colocation par exemple, pour un projet de vie, un voyage, ou surtout pour gérer les dépenses de ménage. En fait, le seul lien entre les cotitulaires réside dans leur signature dans le contrat. Oui, il y a vraiment un aspect pratique à ces comptes en commun. On imagine qu'il y a des frais. Quels sont-ils ? Alors, les frais, en général, sont identiques que des comptes individuels, mais un certain nombre d'établissements bancaires proposent des forfaits famille pour des personnes en fait, qui sont mariées ou non, mais qui vivent sous le même toit. Est-ce qu'on peut citer quelques avantages précis de ces comptes en commun ? Alors, effectivement, avoir ces comptes en fait, dans un même établissement vous permet de vous simplifier la vie, ce qui est déjà pas mal, et surtout d'éviter, ou en tout cas de réduire un certain nombre de frais. Ça vous permet aussi de simplifier votre gestion en ayant un seul interlocuteur en face de vous. Et bien évidemment que d'avoir vos comptes au même endroit permet à votre partenaire financier d'avoir une vision un peu plus globale de vos avoirs, de vous suivre ou de vous conseiller de manière plus professionnelle dans vos différentes étapes de vie. On parle là de projets immobiliers ou de planification retraite. Alors on le sait, il existe plusieurs solutions. Si on choisit cette solution du compte en commun, quelles sont les questions qu'il faut se poser avant ? Alors ça, c'est très important de se poser les bonnes questions avant d'ouvrir un compte en commun. Par exemple, pour quelles raisons ouvrir un compte en commun ? Pour quel type de projet ? Qui sera responsable de la gestion de ce compte ? Jusqu'où va la solidarité entre les co-titulaires ? Bien évidemment, quels seront les droits et obligations de chacun ? Et surtout, que se passe-t-il en cas de désaccord ? Et quelles sont les conséquences en cas de décès? Et répondre à ces questions vous permettra en fait de choisir entre des prestations que l'on appelle collectives ou des prestations que l'on appelle jointes. Alors justement, je vous pose la question, que se passe-t-il en cas de désaccord, Sébastien ? Alors c'est effectivement ce point-là qui est très important de clarifier. En fait, dans une prestation jointe, elle permet en fait à chacun des cotitulaires de disposer de manière libre, individuelle, sous leur seule signature, des avoirs qui sont déposés sur le compte. Donc l'un engage l'autre, l'un décide pour l'autre sans avoir besoin de son consentement, c'est ce qu'on appelle une solidarité dite active. Et puis, bien évidemment, que le compte peut être toujours utilisé, même en cas de désaccord entre les personnes. Ce n'est pas le cas dans la prestation collective, puisque tous les cotitulaires doivent agir de concert, donc collectivement, et donc en cas de désaccord, le compte est paralysé. Et que se passerait-il en cas de décès ? Alors, en cas de décès, dans une prestation jointe, le décès ne met pas fin en fait, aux droits de disposition du cotitulaire survivant. C'est aussi le cas en cas d'incapacité civile ou en cas de faillite. Par contre, dans la prestation collective, c'est un tout petit peu plus complexe. Prenons par exemple un couple. Malheureusement, l'un des conjoints décède. Le conjoint survivant ne pourra disposer des avoirs sur le compte qu'avec l'accord de tous les héritiers. Parce que les héritiers deviennent les successeurs juridiques et responsables des obligations de la personne qui est décédée. Et donc les héritiers prennent la place de la personne décédée, c'est ça ? Alors, en tout cas, dans la prestation collective, oui. Dans la prestation jointe, certains établissements, en fait, excluent les héritiers des prestations. C'est ce qu'on appelle une prestation jointe avec exclusion des héritiers, ce qui permet en fait aux cotitulaires survivants de toujours pouvoir disposer des avoirs sur le compte. Mais attention, il devra rendre compte aux héritiers.
Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces explications et ces précisions. Et on l'a bien compris, il est important de se renseigner quand on a envie d'ouvrir une prestation à plusieurs. Merci Sébastien, à bientôt. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir.